Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui me tient tellement à cœur. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, je vais parler d'employés, je vais parler d'humains, de recrutement, de prestataires. Je vais t'expliquer absolument toutes les erreurs qu'on a faites et je vais t'expliquer une des leçons les plus importantes de ma vie, ce que on ne refera jamais avec Lucas. C'est, je pense, la plus grosse erreur et énormément de chefs d'entreprise font cette erreur. Même si t'as une petite entreprise, que tu commences à bosser avec des gens, etc. Franchement, regarde cette vidéo, je vais te transmettre tout ce qu'on a appris, littéralement les erreurs qu'on a faites. J'ai compté avant la vidéo, on a à peu près dépensé 10 millions d'euros dans des équipes. Donc là, je ne parle pas de prestataires, je parle de salariés. Si je compte les prestataires, je pense qu'on arrive facilement à peu près à 15-20 millions facilement sur les 60 millions qu'on a générés. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier parce que sur ma première vidéo, je pensais pas du tout faire autant de vues. Là, on est sur une chaîne secondaire, je parle sans filtre, c'est un format intimiste en mode petite discussion du soir, etc., en mode chill. Je me livre à la caméra. Je raconte des choses que je n'ai jamais racontées et je pensais pas que ça intéresserait autant de gens. J'ai vu tous les commentaires, les likes, etc. Et merci, tout simplement merci, ça me fait trop kiffer, ça me motive à continuer et à en faire plus. Donc ouais, ça tourne, la caméra tourne bien. À chaque fois j'ai peur, je vérifie. Mais du coup trop bien, voilà, merci énormément. Et puis du coup sachez que vraiment ça me motive à continuer. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions, à me dire un peu même des retours d'expérience. On est là pour se confier, on est là pour discuter, on est là pour passer du bon temps en chill. J'essaie de faire des vidéos qui sont pas trop longues parce que j'ai vite tendance à un peu trop parler. J'ai préparé du coup un document avec vraiment des points. Avant la vidéo, j'ai préparé, j'ai réfléchi, j'ai introspecté et du coup je vais essayer de structurer un maximum ma vidéo parce que je pars tout le temps dans tous les sens. Donc voilà, let's go, c'est parti. Alors donc là dans la vidéo, je vais essayer de vraiment d'expliquer les erreurs qu'on a faites et en fait pourquoi aujourd'hui je ne recruterai plus jamais de salariés de ma vie entière. Je fais hyper attention avec qui je bosse, les prestataires, etc. Je fais hyper gaffe, j'essaie vraiment de sentir les gens, les personnalités, de sentir le fond de la personne et maintenant je fais hyper attention et je n'ai plus du tout cette ambition d'avoir des grosses équipes. Parce qu'en fait quand tu vois les grosses boîtes, t'as toujours des équipes, c'est structuré, t'as des directeurs, des managers, etc. Et t'as l'impression que pour faire une grosse boîte, il faut une grosse équipe. Et c'est ce truc-là normal. Et quand tu fais beaucoup d'argent, t'as vite ce truc de faut que je prenne des équipes, faut que je délègue, parce que t'as l'impression que c'est smart, etc. Alors oui, il y a des bons côtés, mais il y a tellement de mauvais côtés. Et j'aurais aimé voir cette vidéo avant. Même si mes parents ont une entreprise et j'ai grandi un peu dans ce monde-là des prud'hommes, les salariés, les gens qui te mettent à l'envers, les trahisons, la difficulté aussi en France avec les contrats, etc. Ils m'ont toujours dit, Fabien, ne recrute pas de salariés. Toujours. Pendant 2 ans, on a tenu avec Lucas et on bossait avec des potes, etc. C'était vraiment très chill et c'était très bien. Je vais t'expliquer après un peu le contexte. Et ensuite, à un moment, on est devenu gros et on s'est dit, vas-y, il faut qu'on recrute. Il faut qu'on recrute parce que quand t'as une grosse entreprise, tu as l'impression d'avoir besoin d'avoir des équipes. Et quand t'as un business qui fonctionne, il y a souvent cette phrase qui te dit, il faut que tu recrutes des gens qui sont meilleurs que toi dans leur domaine. Il faut que tu les payes et c'est ces gens-là qui vont te faire grandir. Donc là, vraiment, hyper important, je vais donner tout mon point de vue sur ça. Donc pour remettre aussi un peu de contexte, nous, donc on a fait 60 millions dans le domaine du CBD, donc en e-commerce uniquement. On avait la plus grosse société d'Europe à la fin, on a tout internalisé, et vraiment toutes les équipes, la logistique, la production, etc. C'était devenu une usine, c'était devenu vraiment une grosse entreprise. La première année, on a fait 70 000 euros de chiffre d'affaires. On était 2, Lucas et moi. On n'avait personne. On a fait 70 000 euros la première année. On a fait 1,6 million la deuxième année. Et on a fait 16 millions la troisième année, en 2023. Donc c'est juste pour que tu comprennes aussi à quel point ça a été vite et à quel point on a recruté aussi dans l'urgence parce qu'on grandissait vite. Et donc c'est là aussi qu'on a fait énormément d'erreurs. Donc nous, les 2 premières années, on se débrouille. On est dans la débrouille comme tout solopreneur, comme tout entrepreneur qui démarre. Au début, tu fais tout toi-même. Donc t'as une sorte de flamme qui t'habite un peu. Il y a ce truc-là en toi où tu te dis tout repose sur moi. Donc du coup, tu connais rien, t'apprends, tu regardes des vidéos YouTube, etc. Tu te renseignes et tu fais tout par toi-même. Tu dois tout gérer. Au début, peut-être tu fantasmes un peu après sur le fait délégué, mais au début, tu dois tout gérer. Et c'est exceptionnel parce que du coup, c'est là où t'apprends le plus. T'apprends du coup ce que c'est que le marketing, comment faire un site internet. Du coup, tu fais un peu du développement, tu fais du service client, tu fais de la négociation avec des fournisseurs, tu fais de la psychologie un peu en réfléchissant à ton site, tu dois faire du graphisme. Bref, tu touches à tout. Et au final, tu commences à prendre un peu en compétence dans tout. Donc tu tâtonnes, etc. Puis à un moment donné, ça commence un peu à marcher. Ça commence à fonctionner. Du coup, toi, sur tous les aspects, tu commences à t'améliorer. Tu as fait le site, donc tu sais ce qui a fonctionné, quelles modifications, etc. Le graphisme, tu sais un peu ce qui fonctionne. Et du coup, il y a un peu cette vision 360 de ton business. Tu contrôles tout. C'est ton intuition. C'est toi qui l'as fait. Et en fait, tu développes une sorte
moi j'appelle ça même la flamme du business, parce que pour moi c'est quand tu fais tout et quand t'es un peu à toutes les sauces que du coup tu développes un peu cette flamme. Tu sais, ce truc qui t'habite, alors ça peut arriver en dehors du business, ça peut arriver dans l'amour par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, t'as un peu cette flamme. Moi j'appelle ça, et j'ai toujours nommé la flamme, et pour moi si tu l'as pas dans ta vie, c'est que t'es pas au bon endroit. Si tu l'as, c'est trop bien, et enjoy le truc, genre kiffe, parce que cette flamme là, un jour elle repart. Et la quête de la vie pour moi c'est toujours d'aller chercher cette flamme quelque part, parce que pour moi c'est ce qui te donne une force, c'est ce qui te rend surhumain. Quand t'es à 30% de tes capacités, bah en vrai t'es pas au bon endroit, tu vois. Alors il y a des phases dans la vie, elle est comme ça, donc il y a forcément des moments où tu l'as pas, il faut pas se presser pour le retrouver, mais faut comprendre qu'il y a un problème et que tu dois aller la rechercher à nouveau. Et quand t'es à 90, 100, 120%, en vrai c'est que t'es au bon endroit. Et du coup pour moi, quand tu crées ton business et quand tu as cette forme d'ascension, comme j'avais parlé dans la précédente vidéo, cette évolution que tu avances, tu as une flamme en toi, tu gères tout. Et en fait, tu peux rien remettre sur personne parce que t'as pas d'équipe, t'as pas assez d'argent pour payer des gens. Donc du coup, tu fais tout toi-même. C'est ton intuition, c'est ton business, c'est ta responsabilité. Et donc, ça te donne une forme de putain, c'est à moi de le faire, faut que j'y aille, etc., etc. Et en fait, sans t'en rendre compte, ça, c'est précieux. C'est méga précieux. Et c'est un truc que tu perds quand t'as des équipes. Et j'y reviendrai juste après. Alors, nous, il y a un moment, je crois que, alors franchement, des fois, les années, je galère un peu. Je crois que c'était la deuxième ou troisième année du business. Je pense que c'était la fin de deuxième année. À un moment, bah justement, on commence à se dire, bon, nous, en gros, on bossait que avec des bots. Et donc, en fait, nous, on était en mode micromanagement. Ça veut dire qu'on avait un ClickUp, un peu comme Notion. Et tous les matins, on mettait des tâches aux gens. Genre, tu vas changer la photo, là, tu changes ce produit, là, tu mets des avis, là, tu vas répondre sur Trustpilot. C'était que des micro-tâches. Et on était dans du micromanagement. Nous, on se levait, je me rappelle, le matin à 5 heures. Tous les matins, 5h30, 6h, ça dépendait des jours. Mais début de semaine, c'était 5 heures. Et après, ça dérive un petit peu. Et on faisait tous les ClickUp de tout le monde. Donc, on écrivait les tâches, Et à midi, on venait vérifier. Est-ce que ça a bien été fait? Fais voir la photo, fais voir l'avis. Ah, t'aurais dû répondre comme ça, comme ça. Et on était partout, littéralement. Donc vraiment, on gérait tout de tout, mais c'était les gens, on va dire, c'était un peu des mains, et nous, on était les cerveaux. C'est-à-dire qu'on leur donnait pas de responsabilité en tant que telle. C'est venu un peu après. Mais au début, c'était vraiment, on était omniprésents partout. Et c'est le moment où on a le plus évolué dans le business. Parce que on avait développé une intuition et une connaissance. On était tellement à toutes les sauces tout le temps que du coup, on était bouillant. On était très chaud, très fort, très pertinent. Le cerveau, il va vite. Le cerveau, il comprend vite ce qui se passe. Il donne des conseils vite. Et t'es habité par le business. T'as cette flamme. Du coup, quand quelqu'un fait un truc de mal, t'es en mode, non, putain, mec, faut que tu fasses comme ça. Et en fait, t'as une énergie en toi qui est hyper puissante. Tu la transmets aux gens. C'est contagieux l'énergie. Quand tu mets de l'énergie, du kiff, etc. dans un projet, quand t'es à fond tous les jours, ton inconscient te donne des idées, ton conscient te donne l'énergie, et en fait, t'es trop chaud. Donc nous, on était dans cette énergie-là. Et à un moment, on se dit, on entend des gens aussi qui nous conseillent et qui nous disent, les gars, vous faites beaucoup d'argent. Là, vous êtes mal entourés parce que c'était que des potes, et il faudrait que vous recrutiez des gens qui sont bons. Donc on commence à chercher, on met des annonces sur Indeed, etc. On connaît rien, on n'a jamais recruté de notre vie. Et là, on recrute notre première employée. Je crois que c'était la directrice marketing de Jennifer France. Voilà, à peu près, on l'appelle dans les 3000 euros par mois. On la rencontre, on lui dit ok, on négocie, machin, etc. Et on lui dit vas-y, on te met à peu près 3000 par mois, et on la recrute. Et en fait, quand tu recrutes des gens comme ça, on appelle ça un peu des A-players. Ça veut dire que un A-player, c'est une personne qui est très compétente, une personne qui a de l'expérience, et contrairement aux potes, c'est des gens à qui tu vas donner un objectif. Tu vas lui dire, bon bah voilà, toi ton objectif, en tant que directrice marketing, c'est que sur les réseaux on est en abonnés, que notre coût d'acquisition, donc elle va gérer l'acquisition, les publicités, etc., que ce soit genre 40 euros par client. Et en fait, on lui donne des objectifs, et ensuite, elle doit se débrouiller. C'est un peu comme ça que tu manages un player, contrairement à une personne où tu fais du micromanagement. Et donc, on se rend compte de ça, on se rend compte que, bah, en fait, on va pas trop lui dire tout quoi faire, mais c'est elle aussi qui va prendre des initiatives, et pour la première fois, on se dit, putain, c'est stylé, en vrai, waouh, putain, c'est ouf. Donc, au début, on lui met un objectif, elle nous explique comment ça fonctionne, dans le monde de l'entreprise, c'est un peu elle qui nous dit carrément, et on lui dit, ok, bah, très bien, voilà, tu dois faire ça, ça et ça. Et nous, on s'appelle une fois par semaine, on bosse dans les bureaux ensemble, donc on se voit tous les jours, elle nous tire en courant, etc. Et avec Lucas, on se dit, putain, mais c'est quoi ce délire? C'est trop bien d'avoir une personne comme ça. Et nous, vu qu'on fait de l'argent, on se dit, bah, viens, on fait ça avec tout le monde. Le développement, moi je me rappelle, j'ai galéré sur Shopify, je voulais faire des trucs et j'arrivais pas, il y avait pas l'IA à l'époque, l'IA n'existait pas, l'IA. Et du coup, j'ai galéré de fou, et du coup, on recrute un développeur, un deuxième développeur, on recrute un CTO, donc un directeur de développeur, mais on appelait ça directeur technique, genre il gère les développeurs. Petit à petit, on recrute un directeur produit, qui du coup, lui, il va gérer les catalogues produits, les prix, la mise en avant sur les boutiques. Et après, petit à petit, on fait appel à une chasseuse de tête qui nous trouve des pépites.
Et là, vraiment, on investit dans la chasseuse, on investit dans les profils, on met des bons salaires. Nous, on capte pas trop, genre, on met des bons trucs, genre, en mode, vas-y, toi, tu prends 4000, toi, tu prends 5000 par mois, en salarié en France. N'oubliez pas que tu payes le double. En tant que chef d'entreprise, tu payes le double en charge. Et nous, on capte pas trop. On est dans l'ascension, on a besoin d'avoir des gens vite, donc on recrute. Et je vous dis, on recrute, mais genre massivement. C'est-à-dire qu'on a, en moins d'un an, on recrute plus de 50 personnes. On signe plus de 50 contrats avec des gens. On va très très vite. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand tu as des équipes comme ça? Donc au début, tu fantasmes, tu dis c'est incroyable, j'ai des équipes, elles vont avancer sur tous les sujets, c'est des A-players, de toute façon, ils maîtrisent tous mieux le sujet que toi. Sauf que ce qui se passe du coup, c'est que naturellement, toi tu vas un peu te détacher de ce qui se passe. Typiquement les catalogues, les prix, les machins, le gars fait que ça toute la journée. Donc je veux pas être derrière lui toute la journée à vérifier ce qu'il fait. Quand le gars me dit, écoute, là on a analysé, ça marche mieux que ça c'est mieux que ça, là on a prévu de faire ça, avec les équipes, moi ce que je pense de lui c'est ça. Et en fait petit à petit, c'est les gens qui te remontent les informations. Toi, tu ne regardes plus vraiment, tu parles avec les directeurs. Nous, on avait donc 5 directeurs et on avait recruté à la fin un directeur général qui du coup gérait les directeurs. Donc nous, on parlait que au directeur général et on appelait une fois par semaine tous les directeurs pour avoir le feedback de ce qui se passe sur les sites, etc., sur nos e-commerce. Et donc à ce moment-là, pour vous dire, on fait à peu près 2 millions d'euros par mois. On est en 2023, on a recruté. Et avec Lucas, on est actionnaire. Enfin, je mets des guillemets, mais parce que pour moi, on est quand même dirigeant, mais on est actionnaire. On a une équipe de direction, on a des salariés, c'est structuré. Et on se dit, putain, la vie, c'est ça en fait. Il faut lancer un business structuré. Ensuite, c'est entre guillemets délégué. Nous, on fait les réunions le lundi, le mardi, après, c'est bon. Et ensuite, derrière, on lance un autre business. Et en fait, on se dit, c'est hyper scalable. On peut lancer plein de business, on peut lancer ci, ça. Et là, franchement, pendant quelques mois, les gars, je vous jure, on a l'impression d'avoir tout compris à la vie. On se dit, c'est un cheat code, c'est trop simple. Et en fait, pas du tout. En fait, il se passe plein de choses. Il doit se passer plein de choses. Et en vrai, tant mieux. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, l'apprentissage, il est exceptionnel. Donc, premier truc qui se passe, c'est que cette flamme dont je parlais au début, bah, petit à petit, elle disparaît. Parce que quand tu donnes la responsabilité aux gens de faire des choses, bah du coup petit à petit toi en fait tu fais des calls, on te résume, alors là du coup il s'est passé ça, on va mettre en place ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, moi je pense qu'on pourrait faire ça et ça, sauf que pareil, toi t'es moins dedans, donc tu vois cette intuition dont je parle au début, elle disparaît petit à petit, elle disparaît un peu, t'es moins dedans, t'as plus ce truc de poser des questions aux gens, analyser un peu la réponse et dire ok venez on va plutôt là, plutôt que toi-même de dire on fait ça. C'est d'abord tu prends l'info, parce que c'est ces gens-là qui bossent dans l'équipe, c'est ces gens-là qui gèrent ce pôle, et donc t'as moins la posture, t'es moins à l'aise, t'as moins l'intuition des choses. Donc petit à petit, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait tu deviens détaché du business, et en fait tu t'accroches à ces gens-là qui finalement te racontent ce qu'ils veulent. Ça veut dire, et nous on s'est rendu compte, on avait typiquement une responsable du service client, qui nous avait caché 5000 tickets. On avait le directeur général qui nous disait, les gars, on a le même NPS, donc NPS c'est un terme technique pour parler de satisfaction client, et parce que ces gens-là adorent les termes techniques, et il nous dit on a un NPS qui est égal à Apple, à Google et tout machin. Et là j'étais en mode, c'est bizarre quand même, chelou, tu vois. Et je disais à Lucas, c'est bizarre quand même ce qu'il raconte. Un matin il nous appelle et il nous dit, les gars, je me suis rendu compte que cette personne, elle nous a mis tout. Elle a caché les tickets sur le logiciel, tous les tickets négatifs, elle les cachait. Et du coup, on avait 5000 tickets de clients mécontents qu'elle avait mis dans un dossier parce qu'elle avait peur de ce directeur général, elle avait peur de ce qui pouvait lui arriver. Et là, on a pu la licencier pour faute grave, parce que c'est une très très grave faute ce qu'elle a fait. Mais bref, un exemple. Voilà. Les gens te racontent ce qu'ils veulent. Donc là, pendant 6 mois, ce gars nous disait, il y a un bon score et un bon score, puis là, c'est chelou. Et en fait, un jour, on s'est rendu compte que la personne nous a menti. Ça, c'est un exemple flagrant, mais il y a plein de petits exemples comme ça. Une personne qui n'a pas été productive, qui a eu des problèmes perso, etc., elle va te dire non mais là on a eu un problème, lui me fait galérer, alors qu'en fait c'est elle qui galère, c'est elle qui est pas productive. Sauf que toi tu ne sais pas. Tu es obligé de faire confiance à ton équipe. Ou alors il faut que tu mettes le nez partout, que tu sois tout le temps à fond, etc. Donc premier problème, déjà les gens peuvent du coup te raconter ce qu'ils veulent, tu perds du contrôle. Deuxièmement, tu perds la flamme, parce que du coup, t'es moins présent, t'as moins l'intuition, du coup, le soir, tu penses moins à ça, et du coup, tu vas plus penser à l'humain, à ce qu'il te raconte, aux problèmes, et en fait, tu passes en mode manager, direction, comité de direction, assemblée générale, etc. Tous ces trucs-là d'actionnaire, mais tu perds en fait la flamme un peu plus stratégique, business, il y a un problème, faut le régler vite, viens, on fait ça, tu vois, cette énergie, elle disparaît, et ça est remplacé par une structure. Moi, j'adore vraiment la métaphore et tu vas capter direct. Quand t'as une petite équipe, t'es dans un jet ski, t'es sur un jet ski. Quand il y a un brouillard, que t'es en jet ski, t'es là, tu vas vite tourner en mode vite, vas-y, on se casse, tu vois.
On est deux sur le jet, ça consomme pas grand chose, on est bien, on va vite et on prend de l'adrénaline, tu vois. Genre, t'as une vague, tu te la prends en pleine gueule, etc. Incroyable. Quand t'es dans une grosse équipe, je vais pas dire une grosse entreprise, parce qu'il y a une différence, je vais dire une bonne entreprise et une grosse équipe, t'es dans un paquebot. Donc dès que tu vois un nuage en face, ou dès que tu vois un nuage en face, bah du coup, il faut prévenir le mec de la météo. Ouais, est-ce que c'est sûr que c'est un nuage, vraiment le truc? Oui, c'est un nuage, attends, je vérifie vite fait. Ensuite, faut prévenir le capitaine, est-ce qu'on a le droit de virer à gauche? Ensuite, faut prévenir les mecs, est-ce qu'il y a assez d'essence, machin. Et en fait, t'es toute une équipe, toute une coordination. Donc ce qui fait que quand tu vois un nuage, bah en fait, le temps que tu préviennes tout le monde, le temps qu'on fasse un virage à 60 degrés pour pas que les trucs se renversent, nanana, en fait, tout est lent. Tout est lent, tout prend du temps. Et donc, bah, tu te fais chier. Sur un paquebot, t'as pas d'adrénaline, tu perds du temps à parler, à coordonner, machin, alors que la vérité, fallait juste tourner, en fait. Et on s'en fout de prévenir tout le monde, tu vois. Et en fait, t'arrives à ça quand t'as une grosse boîte. Pour prendre une petite décision, tu prends plein de temps, tu prends du temps. Genre des process, des machins, des trucs qui font que ça prend du temps, c'est chiant. Tu dois débattre. Ah oui, mais non, mais moi je pense que c'est pas un nuage. Ah ben si, moi je pense que c'est un nuage. Mais est-ce qu'on peut... Ah non, mais à un moment donné, non. Tu vois, t'as juste envie de tourner et de te barrer à gauche, tu vois. Mais tu ne peux pas, ça prend du temps. Et finalement, c'est contre-intuitif. Tu te dis, avoir une grosse équipe, ça te permet d'aller vite, et ben pas tout le temps. Alors peut-être qu'aussi, nous on a mal fait des choses, attention, je dis pas qu'on a été parfait, il y a plein de choses, on a fait confiance, on aurait pu faire plein de choses, et maintenant avec le recul, il y a tellement de choses qu'on ferait pas pareil, mais en tout cas à l'époque, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et souvent, pour avoir parlé avec beaucoup de chefs d'entreprise, quand t'as une grosse équipe, tout est lent. Donc, tu perds naturellement cette énergie et cette flamme. Et quand tu perds cette flamme, bah pour moi tu perds un peu tout. Tu perds un peu tout, t'es pas bien, etc. Moi je me suis rendu compte que je ne voulais plus être CEO, enfin je veux pas être CEO d'une grosse boîte, d'avoir des équipes. À la fin, tu fais de la politique, tu fais de la communication, tu fais du... Et c'est de l'humain, en fait. Ça veut dire que au lieu de gérer ton business, tu vas gérer des humains. Et les humains, bah, c'est pas stable. Voilà, nous, on a eu des directeurs qui, bah, moi, je suis jeune papa, bah, moi, je vais être maman. Moi, je suis malade. Mon mari m'a quitté, c'est arrivé. Donc, boum, la meuf dépression. Elle est en CDI, elle nous coûte cher, elle a beaucoup de responsabilités. On l'a en call, on se rend compte qu'elle est là, elle est comme ça, elle avance pas, elle fait. Et en fait, toi, du coup, ça te prend de ta charge mentale. Attention, chacun a sa vie. Mais le truc, c'est que quand nous, on gérait le pôle, bah, en fait, nous, notre vie, c'est le business. Donc, s'il y a un problème, c'est le business, d'abord. Business. Parce que nous, on aime notre projet, on est amoureux du projet. La personne, et c'est aussi le gros problème avec des salariés, c'est que la personne, elle est en contrat de travail. Alors oui, il y a des primes, oui, il y a des choses comme ça, mais la personne, elle a son salaire à la fin du mois. Que ça se passe bien, que ça se passe mal, elle a son salaire à la fin du mois. Par contre, son mari ou son machin, etc., bah ça devient prioritaire. Elle a son CDI, elle est en sécurité, elle s'en fout de ton business. Alors, elle s'en fout pas non plus de ouf, mais elle aura jamais autant d'intérêt que tu en avais toi. Donc, tu donnes la charge mentale à une personne qui a moins d'intérêt que toi que ça réussisse. Qu'est-ce qui se passe mécaniquement? Qu'est-ce qui se passe? Bah, soit ça fait ça, soit ça fait ça. Moi, j'en suis venu au constat. Alors peut-être en dehors de la France, ça peut être un peu différent parce que tu peux plus manager les gens, tu as plus de contrôle. En France, c'est hyper compliqué. Tu peux rien dire, tu peux rien faire et tu payes cher. Mais pour moi, une entreprise qui fait comme ça, elle a pas de salariés ou alors c'est vraiment des freelances, des machins, voilà, ça va vite. Mais nous, dès qu'on a recruté, à partir de 2023, on a fait 2 millions par mois pendant 2 ans. Alors on a eu des petits moments où c'est descendu, on a eu des galères, il y a des petits moments où on a fait un peu plus, mais en moyenne, on a plus fait de croissance depuis qu'on avait les équipes. Et à l'époque, quand on faisait 2 M par mois, on dépensait peut-être 50 000, 100 000 dans des prestataires. Quand on avait toute l'équipe, on dépensait 300 000 par mois de masse salariale, donc 300 000 par mois, plus les prestataires qu'on payait. C'est énorme. Quand on a eu des baisses de chiffre d'affaires, on ne pouvait pas virer les gens. Les gens sont en CDI, les gens sont là. Tu ne peux rien faire. Il y a des mois, je me rappelle, sur la ligne de comptabilité, il y avait genre écrit 450 000 sur la ligne de masse salariale. Et moi, je disais, ouais, pourquoi on a payé 450 000 euros ce mois-ci? Bah, Fabien, c'est la convention collective, tu sais, dans le secteur, nanana, etc. Et là, t'es en mode, c'est quoi une convention collective? Enfin, moi, j'étais en mode, ça paraît fou de dire ça comme ça, mais je vous jure que c'est quoi ce délire? Genre, pourquoi on a payé 150 000 euros de prime de convention collective? Genre, on n'a pas atteint les objectifs, comment ça se fait qu'on doit donner ça? C'est obligatoire, c'est la loi. Ok, voilà. C'est que des trucs comme ça qui sont extrêmement frustrants. Quand tu vois que ça n'avance pas, quand tu vois que ça rame, quand tu vois que c'est lent, quand tu vois que les gens te racontent ce qu'ils veulent te raconter, et bah c'est compliqué. Donc tu perds aussi un peu en confiance, etc. Et de manière générale, la faute revient aussi beaucoup à la France qui ne te donne pas de pouvoir. Pour moi, tu bosses mal, tu fais de la merde, etc. On doit avoir le pouvoir d'arrêter de bosser avec toi.
C'est pas normal qu'on soit obligé de bosser avec toi. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. À Dubaï, c'est pas comme ça. Alors, il y a un juste milieu, on est d'accord. Mais en France, c'est un enfer. Donc voilà. Il y a aussi un truc au niveau de la perception que t'as de ton business. Ton business, t'es censé l'aimer. C'est ton bébé, c'est ton amour, c'est ta vie, tu vois. Ton business, c'est ta vie. Quand tu entretiens une passion, une relation passionnelle avec ton business, quand t'as la flamme, ton business, il explose. Quand tu commences à entretenir une relation toxique avec ton business, bah ton business, il te repousse. Toi, tu repousses ton business, pardon. Tu repousses tout ce qui va ou qui s'approche de ton business et petit à petit, bah, tu vas prendre des mauvaises décisions. Donc, c'est très important de toujours garder que ce soit sain. Mais ça peut être plein de raisons. Ça peut être juste ton associé. Ça se passe mal. Associé business, repoussé. Ton business, tu fais de la merde. Ça peut être les salariés, ça peut être des concurrents, ça peut être plein de choses. Mais c'est hyper important de garder une relation passionnelle avec son business, de garder le pouvoir, de garder le contrôle de ce qui se passe, parce qu'après tout, c'est le tien. Tu l'as pas volé, ton business, c'est le tien. Et à la fin, nous, on avait une relation toxique avec notre business. On avait trop d'équipes, trop de charge mentale, trop de choses. Et en fait, même sur la fin, je vais vous dire, avec Lucas, des fois, on se disait, mais en fait, réellement, notre business, genre, on a 8 sites vraiment qui font de l'argent. On fait 2 M par mois. Mais en vrai, la logistique, c'est bien géré. La production, etc., ça ne prend quasiment pas de temps. Ensuite, on a des produits, on a des prix, on a des campagnes SMS, des campagnes de mail à faire, on a des bannières à changer, on a des nouveaux produits à ajouter, et voilà quoi. En vrai, c'est ça notre business en vrai. Genre, et pourquoi on dépense 400 000 balles par mois? Pourquoi on a autant de réunions? Pourquoi il y a autant de trucs? À la fin, les gens, ils prennent des réunions pour se dire bonjour, tu vois. Il y a des réunions partout, des trucs. Et du coup, la perception qu'on a de notre propre business, c'est genre, on a une multinationale. C'est pour ça tout à l'heure que je disais grosse boîte, machin. Parce qu'en vérité, tout est question de perception. Et à des moments, on se disait, mais en fait, on n'a pas plus de choses à gérer qu'à l'époque. Enfin, il n'y a pas plus de choses à faire qu'à l'époque. Mais à l'époque, on était genre 10. Et chill, tu vois, détente. Aujourd'hui, on est 50, 60. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et pourquoi aujourd'hui, ça devient aussi dur alors qu'il y a plein de gens? Et en fait, du coup, tout est perception. À la fin, on voyait ça comme un gros truc, alors qu'en vrai, quand on en revenait à l'essence du 20-80, ce qui fait de l'argent, bah en fait, chill quoi. Genre, nouveau produit, nouvelle bannière, un bon prix, tu checkes tes concurrents, voir s'il y a des trucs qui sont sortis, tu fais en sorte que tes ads elles fonctionnent bien. Enfin, en vrai, ça va, tu vois. Genre, t'améliores tes campagnes d'email, ça va, c'est pas la mort. Et du coup, à la fin, on avait l'impression que c'était une grosse boîte, que c'était lourd, qu'il y avait plein de trucs. Ah putain, il s'est passé un truc. Tous les matins, au réveil, je prenais mon téléphone, j'étais en mode, oh là là. Je descendais. Et je voyais les groupes, les conversations. Alors, on avait tout basculé sur Slack, mais bon, pareil, tu ouvres Slack, tu vois tous les messages. T'as l'impression que t'as une montagne de problèmes. Et en fait, on ne parle que de gestion. On parle que de problèmes. Pourquoi on parle pas de croissance? Pourquoi personne a des bonnes idées, des bons trucs, etc. Alors, il y en avait. En vrai, j'exagère et j'ai pas envie d'avoir la vision dark des choses. J'essaie juste je fais en sorte que tu puisses te mettre un peu dans notre vie, dans notre tête, pour que tu comprennes à quel point c'est beau de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Moi, du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, il y a trop de points négatifs à avoir une équipe, et surtout qu'en fait, tu peux gérer sans équipe. Si tu t'organises bien, nous, aujourd'hui, on a des associés, par exemple, les premiers associés de l'incubateur, ils font 300 000 euros par mois. On a 0 employé. On a 0 employé, et c'est des mecs qui sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont une idée, bam, ils le font. Tout va très vite. Ils sont en jet ski, et le jet ski, il est boosté à l'IA. Genre, les moteurs, ils sont violents, tu vois. Et c'est des moteurs qui consomment pas grand-chose. Tu as compris la métaphore de consommer l'essence et le prix des employés versus voilà. Et en fait, ça va vite. Moi, j'adore. L'énergie, elle est folle. On s'amuse, on rigole, il y a pas de problème. On bosse évidemment avec des prestataires parce qu'il y a quand même des choses à faire. On a automatisé une grosse partie des choses et du coup, on a une relation passionnelle avec le business, on a une relation passionnelle avec nos associés et donc, on a de la croissance. Et ça marche bien et on a envie de continuer. J'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Je pense que t'as déjà un peu la vision. Je vais juste te dire un petit dernier message. Ce que j'aimerais que vraiment t'assimiles, que tu comprennes, c'est que dans la vie, des relations humaines de manière générale, parce que tout part de l'humain, en vrai. Tout part de l'humain et un business, au final, c'est composé d'humains, etc. Et du coup, aujourd'hui, personnellement, en tout cas, la leçon la plus importante que je prends, c'est que je ne prendrai plus jamais d'employé de ma vie. Et de manière générale, dans mes relations humaines, je veux que le contrat soit équitable. Je veux que nos intérêts soient communs. Si tu as les intérêts communs avec une personne, ça se passera toujours bien. En France ou dans d'autres pays, la relation patron-salarié, malheureusement, elle est déséquilibrée. Le salarié a trop de pouvoir, le patron en a pas assez. Et les intérêts du patron, c'est que ça marche et qu'il dépense moins. Les intérêts du salarié, c'est que souvent, il soit mieux payé et qu'il travaille un peu moins. Donc en fait, il y a clairement un déséquilibre. Là où aujourd'hui, nous, par exemple, avec les élèves de notre accompagnement ou avec nos associés dans l'incubateur, la relation elle est bonne parce que c'est des bonnes personnes.
Typiquement, les élèves, ils veulent avancer, ils veulent apprendre, ils veulent réussir. Nous, on veut leur transmettre et on veut qu'ils réussissent pour ensuite potentiellement prendre des parts dans leur business, pour qu'ils parlent de notre accompagnement en disant, bah voilà, on a fait des beaux chiffres, etc. Vous voyez, les intérêts sont communs. Donc en fait, naturellement, la relation va être saine. Les associés, nous, on prend des parts dans le business et on prend un tout petit pourcentage du chiffre d'affaires. Nos intérêts, c'est que ça fasse du chiffre d'affaires et que ça fasse du bénéfice à la fin de l'année. Pareil, pourquoi? Bah parce que on est associés, on veut tous faire de l'argent. On veut tous, nous, pareil, notre intérêt, c'est que ça marche aussi pour en parler, pour montrer, pour renforcer la structure de l'incubateur. Tout est lié, en fait. Les intérêts sont communs. Donc, comment voulez-vous que ça se passe mal à partir du moment où, quand il y en a qui a un problème, tout le monde a un problème? Quand le CEO d'une boîte il a un problème, bah souvent l'employé en mode ah putain ouais c'est compliqué et tout. En vrai de vrai, dans 1 heure, lui il regarde l'heure. Au moment où il est au téléphone, il regarde, il est 16h45, il se dit dans 15 minutes je me casse, je vais manger un resto avec ma meuf. Et il est en mode ah putain c'est dur, ah ouais putain horrible ce qui se passe. Hein. Il en a rien à péter. Alors pas tout le monde, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier sincèrement. Et s'il y a des anciens employés qui regardent la vidéo, sachez que j'ai pas du tout une dent contre voilà, c'est juste l'expérience et je me dis bah j'ai plus envie de ça. Personnellement, ça me va pas et je trouve que le deal est pas carré et que ça ne sera jamais carré. Donc de manière générale, les employés, c'est mort. Et tu peux faire sans employés. Tu peux faire sans. Voilà, il y a plein de manières de le faire. Je pourrais faire une vidéo si vous voulez pour expliquer un peu les méthodes parallèles qu'aujourd'hui on utilise. Méthodes parallèles légales, attention, des prestataires, des contrats win-win, sur la performance, etc. Enfin, bref, voilà, juste des bonnes personnes, un deal équitable et tout se passe bien. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle t'a plu. Moi, je l'ai fait avec le cœur et je te jure que si à un moment dans ta vie, et je te le souhaite vraiment, t'arrives à un stade où t'es en évolution, où t'avances, où tu grandis dans le business et tu sens que t'as besoin de gens, réfléchis bien et prends pas de salarié. Voilà. Moi, c'est mon conseil. Chacun fait ses erreurs, chacun prend ses décisions. En tout cas, c'est mon conseil. Voilà, ça me fait plaisir de tourner cette vidéo, ce format. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.